Bonjour à tous, nous sommes à Roland-Garros, la piste centrale est derrière nous et avec nous des juges arbitres très célèbres dans le giron tout du moins puisque ce sont les premiers arbitres à s'être lancés sur la piste centrale. Steve à ma droite, tu vas peut-être nous raconter cet épisode un peu particulier dans ta jeune carrière d'arbitre puisque tu as été le premier arbitre de paddle sur la piste centrale de Roland-Garros. Raconte-nous. Bah écoute, effectivement, déjà un énorme honneur d'être sur ce tournoi, dans un endroit aussi mythique que Roland-Garros, et d'avoir eu cette opportunité d'être le premier arbitre du central. Ça te met un petit coup de pression. Déjà, cette pression, tu l'as naturellement avec les matchs, une pression positive, mais le fait d'être en plus l'arbitre sur le central, c'est juste un gros kiff, quoi. Alors, gros kiff, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une concurrence avec les autres copains. Vous avez joué à Shifumi pour qui allait commencer en premier sur Flo. Non, attends, on va demander à Flo, va nous sortir les dossiers un petit peu. Alors, vas-y. Non, en fait, il y a tout un corps arbitral qui est au-dessus de nous, à savoir les juges arbitres, chefs des arbitres, et c'est eux qui font des désignations jour après jour, et c'est eux qui choisissent quel arbitre officiera sur tel ou tel match. Quelle a été cette aventure? Comme tu l'as dit, ça fait t'as une carrière de tennis, de jeu arbitre de tennis, ça va faire 30 ans, arbitre de chaise de tennis 30 ans. C'est la raison peut-être qui a fait la différence peut-être par rapport à d'autres pour officier sur la piste centrale lors des qualifs? Alors c'est vrai que moi je joue régulièrement au paddle dans différents clubs, effectivement. Arbitre de tennis ici à Roland-Garros, c'est vrai que ça aide pour être bien dans l'atmosphère, mais je pense que c'est surtout le vécu dans le paddle qui m'a amené ici, qui a fait que j'ai été sélectionné. Et puis après, effectivement, premier arbitre sur le central, c'est un peu le talent qui a joué aussi. Le talent, donc effectivement, Flo, clairement, il manque un peu de talent pour, voilà, pour être au niveau de Steve. J'ai envie de me défendre, puisque lui, c'était encore un match de qualif, alors que moi, j'ai été pour le coup le premier à officier sur un premier tour du tableau final, avec la vidéo, le review en cas de litige, tout ça, et sur un stade mythique comme Roland-Garros, c'est un pur kiff, comme a dit Steve. Pur kiff, et puis ça, avec, on a vu parfois les joueurs n'étaient pas forcément d'accord sur est-ce que tu as touché, pas touché, est-ce que la balle est bonne, est-ce qu'elle a touché la vitre ou non. On a vu, tout le monde se plante, les arbitres, les joueurs, ça va tellement vite que heureusement qu'il y a le replay, enfin qu'il y a le replay, quoi. Alors après, on a ce gros avantage dans le paddle, c'est quand même un sport ultra fair play, donc c'est vrai que la plupart du temps, les joueurs entre eux se mettent d'accord et se font vraiment confiance. Mais c'est vrai qu'avoir cette vidéo à raison de 2 fois par set par équipe, en cas de litige, ça peut arranger quand même beaucoup de choses sur le match. Les arbitres peuvent faire également appel au review. Est-ce que les arbitres, en cas de doute, disent bon, je sais pas, je demande également un contrôle de l'arbitre qui est derrière sa console pour faire le replay? De toute façon, si les joueurs attendent une décision de l'arbitre et que l'arbitre n'est pas sûr de lui, il n'y a aucun souci à demander la vidéo pour connaître la finalité. Alors la question était plutôt, est-ce qu'un arbitre peut prendre par lui-même, de lui-même, la décision de regarder à l'écran? Non, c'est toujours sur demande des joueurs. Il faut vraiment... L'arbitre prend ses décisions. Si le joueur n'est pas d'accord avec la décision, ou si effectivement il y a un manquement quelque part, le joueur peut faire appel à la vidéo. C'est une aide énorme pour eux, pour nous bien entendu. C'est un confort pour la compétition, donc vraiment indispensable. En qualif, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça en qualif parce que effectivement on jouait sur plusieurs cours et qu'il fallait que tout le monde soit dans les mêmes, exactement, dans les mêmes conditions. Donc on n'avait pas sur les qualifications, mais dès le premier tour, c'est vrai que le niveau s'élève aussi, les joueurs sont professionnels et c'est normal qu'on puisse accéder à ça, et pour les joueurs, mais aussi pour le tournoi et le paddle mondial, quoi. Alors, pas de langue de bois, ici on dit les choses, c'est pour ça que vous êtes ici, parce qu'il faut vendre du papier, et pour vendre du papier, il faut envoyer du bois. Flo, je compte sur toi. Allez, quel est le joueur le plus compliqué après cette semaine à Roland-Garros? Il y a eu beaucoup de matchs. Quel est le joueur qui est le plus compliqué? Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas qui va venir vous taquiner un petit peu, vous mettre un petit peu la pression, qui va essayer de jouer aussi avec l'arbitre pour éventuellement que les choses passent plus de son côté ou de la paire. Allez.
Très honnêtement, moi je trouve que l'esprit paddle est encore Bon, bien m'intéresse présent. pas. Vas-y Flo, tu peux? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Steve. Non, en revanche, si je peux rajouter quelque chose vraiment sincèrement, c'est que on se rend compte que très souvent, en fait, ce sont les meilleurs mondiaux qui sont les plus demandeurs d'une attitude professionnelle de tout le monde. Donc, c'est vrai qu'avec eux, on a encore plus de pression, d'une part parce que c'est les meilleurs mondiaux, mais en plus parce que voilà, on sait qu'on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, quoi. On a vu, allez, bah, il faut bien qu'on cherche à titiller un petit peu. On a vu que, on entendait d'ailleurs dans le public, c'était dès les premiers tours, parce que malheureusement nos Français n'ont pas pu aller plus loin, mais on a vu quelques joueurs français essayer parfois d'aller voir justement le juge arbitre et parler justement peut-être un peu plus même. Est-ce que tu es d'accord avec cet avis? Alors je suis plutôt d'accord, c'est vrai que les Ouais. Français sont à domicile. Ouais. On essaye dans la plupart du temps de mettre des arbitres étrangers. Oui. Là, nous étions quelques étrangers, mais aussi une majorité de Français. Oui. Et c'est vrai que les Français parlent beaucoup. Et ils ont cette aisance-là, peut-être moins à l'étranger parce que c'est un sport à dominance espagnole. Ouais. Et donc peut-être qu'ils n'ont peut-être pas cette même connivence avec les arbitres. Mais après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mauvais esprit entre les joueurs. Et même vis-à-vis de nous, je trouve que ça a été plutôt bien respecté. Il y a des joueurs qui te mettent comme un peu plus de pression, effectivement. Hein, Comme qui par exemple? comme les meilleurs pairs mondiales, hein, Ouais. clairement les deux. Par leur voire statut, par... exactement, leur prestance. C'est vrai que quand ils te regardent dans les yeux, Ouais. ils te regardent pas de la même manière que nos jeunes Français qui vont évoluer, qui vont pousser. Et voilà, Un peu comme dans le tennis au final. mais c'est exactement comme dans le tennis, hein. Tu parles pas à Nadal comme tu vas parler à un joueur qui sort des qualifications. Et bien effectivement, sur ce tournoi-là, Paquito Navarro, bah, tu vas lui parler d'une autre manière et lui-même va te respecter en tant qu'arbitre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter. Mais effectivement, il va te parler d'une manière professionnelle et il attend de ta part un comportement et une réponse professionnelle. Est-ce qu'on peut dire... Allez, évidemment, c'est une question avec une pointe d'humour forcément, mais est-ce que il y a eu à un moment donné dans votre parcours cette semaine, vous dites tiens, j'aurais pu peut-être mieux faire ou là j'ai appris quelque chose, je le referai pas la prochaine fois. Est-ce qu'on peut faire maintenant puisqu'on est en fin de semaine et que je crois que tu ne peut-être t'es pas suffisamment bon du coup Non, j'ai laissé les autres progresser. Il faut laisser un peu de place pour les autres, sinon. Ouais. Non, mais plus sérieusement, allez, après cette grosse semaine où il y a eu beaucoup de matchs, qu'est-ce que, par exemple, Flo, t'as appris et peut-être tu as eu un petit regret, le mot est fort, mais tu t'es dit, tiens, là, j'ai peut-être commis une erreur, la prochaine fois, je ne commettrai pas la même erreur. J'ai pas le souvenir forcément d'une erreur que j'ai faite. En revanche, c'est vrai qu'on est toujours en train de se dire qu'on peut s'améliorer et ne serait-ce que dans un comportement, quelque chose à gérer, ne serait-ce que par rapport à un logo. J'aurais peut-être dû appeler un superviseur plus tôt que ce que j'ai fait. Il y aurait eu moins Logo, ça veut d'attente. dire quoi? Les logos sur les t-shirts, tu vois, Ah, on est sur le alors tout simplement, là on est sur le circuit premier paddle, donc les joueurs n'ont pas le droit d'avoir un sponsor visible d'un autre circuit, tout simplement. Et certains, ça c'est un très bon élément dont tu parles parce que justement début de semaine, on a vu quelques joueurs venir avec leur t-shirt par défaut où il y avait écrit, bon, on va dire, au WPT, parce que certains n'ont pas cette chance d'avoir 500 000 t-shirts à disposition. Et là, que se passe-t-il? Vous leur dites quoi? De jouer tout nu? D'enlever leur t-shirt? D'en changer? Comment ça fonctionne? Bah écoute, en fait, on leur demande effectivement dans un premier temps s'ils n'ont pas un deuxième set de t-shirts. Puisque tu sais que chaque paire doit être d'une couleur différente. Ouais. Donc c'est la première question qu'on leur pose. Est-ce qu'ils n'ont pas un autre set de t-shirts? Et puis si c'est pas le cas, malheureusement, on lisait ce qu'on appelle un tape. Donc on mettait un sparadrap. Vous en aviez à disposition? On en avait à disposition. Donc des noirs sur un t-shirt plutôt sombre et des D'accord. blancs sur les t-shirts un peu plus clairs. D'accord. Pour essayer d'éviter effectivement de représenter une autre organisation. Là c'est un majeur, c'est premier paddle. C'est la moindre des choses au moins de respecter cette organisation-là, et donc on essaie de respecter au maximum ces choses-là. Les joueurs déjà au vestiaire venaient voir le juge arbitre en amont, Oui. et puis quand ça passait pas, on essaie de camoufler tout ça effectivement. D'accord. Bon, j'imagine que ce cas de figure, d'ailleurs, on l'a constaté, ça s'est révélé
exact, notamment lors des qualifs, peut-être premier tour. Ouais. Mais enfin bon, plus on avançait dans les tours, plus les sponsors derrière avaient déjà tout préparé, planifié. On C'est avait ça. vu avec justement Frédéric de Quickma pour Maxi Sanchez qui expliquait que voilà, maintenant il fallait faire un truc pour chaque voilà pour chaque circuit, et pour certains même c'est APT, WPT et premier paddle. C'est pas évident. Pas Ah non, évident. non, c'est sûr qu'avec tous ces circuits différents, pour les joueurs qui ont, comme on disait tout à l'heure, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des sponsors, c'est vrai que c'est une organisation vraiment professionnelle et ils n'ont pas forcément l'habitude. Allez, dernière question. D'ailleurs, je te relance d'ailleurs sur cette question. Flo nous a expliqué qu'il avait été parfait, qu'il ne voyait pas vraiment voilà, sur quoi il pouvait évoluer. Par contre, toi, il paraît que... Non, en fait, c'est vrai que moi, c'est vrai qu'on nous demande sur ce circuit d'être assez exemplaire, d'être plus professionnel, parce que le paddle, c'est un sport qui demande à être de plus en plus professionnel. Les joueurs le demandent également, le circuit l'impose, et donc c'est vrai que nous, avec nos réflexes aussi du tennis pro, eh bien, on essaie de ramener un peu de cadre. Donc on essaie de conserver cet esprit paddle qui est essentiel, mais on essaie de ramener un peu plus pas de fermeté, mais un peu plus de rigueur sur les matchs. Donc c'est vrai que par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, c'est vrai que moi je suis resté très rigoureux, très à l'écoute des joueurs. Le petit regret que c'est que j'ai un espagnol qui est assez limité, et c'est vrai que dans ma communication avec les joueurs, j'ai essayé effectivement, et avec mon anglais que ne comprennent qu'à moitié, et mon espagnol que personne ne comprend. Que personne comprend. La com a été un peu plus délicate, mais on a réussi. On a réussi malgré tout à faire un beau tournoi. Mais s'il y a bien quelque chose à améliorer, je pense que c'est justement cette communication qui va y avoir entre les joueurs et les arbitres, chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir depuis le lancement du paddle sur d'autres circuits. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez nouveau pour eux, qu'on communique beaucoup plus avec eux. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir... qui va perdurer dans le temps et qu'on va devoir améliorer sur les différents circuits et les événements qui vont arriver. Allez, ultime question. On peut dire qu'il y avait deux équipes dans cette équipe d'arbitres. Il y avait l'équipe habituée qu'on a l'habitude de voir vous l'avez vu, dans le circuit premier paddle, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Italie, à Rome, et puis enfin ce troisième gros tournoi ici à Roland-Garros. Il y a une partie donc qui est là, qui est présente régulièrement. En général, ils sont italiens, ils viennent avec l'équipe de la FIP. Et puis il y a une autre moitié qui est là en l'occurrence qui est française, c'est normal. Est-ce que d'abord premièrement, est-ce que vous trouvez c'était une question qui a été posée d'ailleurs par vous, par certains internautes, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait toujours les mêmes arbitres qui étaient d'un tournoi à un autre, et puis il y avait le plus souvent que des Italiens, peut-être un ou deux Espagnols, mais en général je crois que c'était que des Italiens. Est-ce que c'est normal, selon vous, que ce soit des Italiens, principalement, qui sont arbitres professionnels, enfin arbitres au sein de Premier Paddle? Je ne veux pas lancer une polémique, mais c'est vrai que ça fait plusieurs semaines maintenant que cet élément revient. Et pourquoi vous ne pourriez pas, vous, faire partie de cette équipe et puis pourquoi pas, il devrait y avoir des Espagnols, des Italiens, des Français, puisqu'on est censé être un tournoi international. Vous en pensez quoi de ça ? Alors, justement, il n'y a aucune polémique. C'est que, encore une fois, on est vraiment sur le début de ce nouveau circuit qui est Premier Padel. Et c'est vrai que pour l'instant, l'équipe était plutôt faite d'Italiens. Mais justement, là, nous, grâce à ce tournoi qui s'est passé ici à Paris, à Roland-Garros, on a pu avoir la chance d'être 4 Français à officier sur ce tournoi-là. Sur combien ? Sur 8 arbitres sur toute la semaine. 4 Italiens, 4 Français ? 4 Français, 3 Italiens et un Espagnol. Ah, c'est ça. Voilà. Et puis le fait en fait d'avoir pu rentrer dans cette équipe, en fait ça va sûrement nous permettre de pouvoir continuer, et justement ça va développer différentes nationalités d'arbitres. D'accord, donc vous pensez qu'à terme il y aura plusieurs arbitres de différentes nationalités, et que vous pensez qu'on y va tout droit, c'est comme ça que ça va évoluer? Disons qu'effectivement ce major va être dans 4 grosses villes, et effectivement Rome
donc majorité d'Italiens. Ici en France, il y avait 4 Français. Il y aura un tournoi bientôt aussi en Espagne, donc des Espagnols qui vont être là. Et je pense que ce seront les 3 nations qui seront certainement le plus représentées. Peut-être en Amérique du Sud, s'il y a un circuit qui se confirme là-bas, Mendoza. Et je pense qu'il y aura un petit groupe d'arbitres. Eux, ils ne veulent pas forcément avoir un nombre d'arbitres illimité, puis pour justement cette connivence qu'il va y avoir entre les joueurs, les coachs et l'arbitrage, que les joueurs connaissent les arbitres, que les arbitres aussi connaissent aussi les habitudes des joueurs, qu'on mette en place quelque chose de sérieux dès 2022 et que ça perdure sur les années qui vont suivre. Donc effectivement, c'était une expérience pour nous, mais effectivement, les Italiens, parce qu'ils étaient chez eux en Italie, il y avait aussi le tournoi de tennis de Doha qui a amené des Italiens et c'est pour ça qu'ils ont été renouvelés sur le tournoi de Doha. Donc si les internautes ont eu l'impression qu'il y avait plus d'Italiens, c'est juste l'opportunité qui a fait qu'en début de saison, ils étaient plus présents là. Mais sur les semaines et les mois qui vont arriver, on nous a déjà proposé de revenir sur des majeurs, chose que nous avons acceptées, lesquelles on verra. Ça dépendra aussi des disponibilités et des vœux de chacun. D'accord. Mais c'est vrai que l'expérience était plutôt positive. Il reste encore 2 jours de tournoi, donc on ne va pas non plus sortir le champagne. Mais c'est vrai que les arbitres français ont été reconnus comme de bons arbitres de padel. Donc c'est à nous de progresser et d'être présents sur les autres majeurs. En tous les cas, on a été invités pour ça. Bon, en tout cas, on retiendra qu'il est déjà prêt pour le champagne. D'après-match, la 3e mi-temps, effectivement, plutôt Rome. Ouais, plutôt Rome Ponche, ouais, du Mésoré. Bon, en tout cas, on voit qu'effectivement, au niveau du paddle, ce qu'il retient, c'est surtout la 3e mi-temps. Eh bien, les amis, merci beaucoup pour cette interview. On a appris beaucoup de choses grâce à vous. Et puis, bravo en tout cas pour vos premiers pas en tant qu'arbitre international sur le circuit international premier paddle. Voilà. Merci Franck, merci à Paddle Magazine et merci à tout le monde de suivre cet événement qui est fantastique. Merci Franck, merci Paddle Mag et la bise à Laurent.